Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'évolution du prix, c'est-à-dire quel mouvement il peut faire, comment est-ce qu'il évolue. Alors en premier lieu, on va s'intéresser au mouvement du prix, donc comment est-ce que le prix bouge et quel mouvement est-ce qu'il peut effectuer. Alors les mouvements suivent des tendances, donc on va étudier la théorie de dos et on va s'intéresser à la relativité des tendances. Et puis on finira par la corrélation, donc les différentes corrélations qui existent, à savoir la corrélation mathématique, la corrélation économique et la corrélation comportementale, qui sont trois types de corrélations qui vont beaucoup jouer sur l'évolution du prix. Alors à savoir qu'on a déjà vu ce qu'on pourrait appeler la co-intégration lorsque l'on a parlé du forex, avec le rapport mathématique qui existe entre les paires de devises qui ne sont que des fractions. Alors partie 1, le graphique. Alors, on a vu, le prix, c'est la rencontre entre un ou plusieurs acheteurs et un ou plusieurs vendeurs. On a parlé également dans la précédente leçon, enfin deux leçons même en arrière, qu'il y avait des mouvements qui pouvaient être entre guillemets factices, puisque lorsqu'un mouvement en fait montait, il y avait peut-être plus d'acheteurs que de vendeurs, mais qu'en fait les vrais vendeurs étaient neutres pour l'instant et qu'ils attendaient justement que tout ça se décante. Alors, petite précision, quand vous êtes acheteur, vous n'êtes pas acheteur. Avant de vous positionner, quand vous voulez être acheteur, vous êtes neutre. Et une fois que vous avez acheté, vous êtes un vendeur. D'accord? Donc vous créez une pression vendeuse. Pourquoi? Parce que quand vous êtes acheteur, vous n'êtes plus acheteur. Maintenant, sur le carnet, vous êtes un vendeur qui essaie de revendre sa position soit plus haut pour faire un bénéfice, soit plus bas pour faire une perte. D'accord? Ça, c'est une petite notion qui n'est pas très importante et qui ne changera strictement rien à votre trading, mais c'était juste pour noter la petite chose. Alors, par contre, maintenant, voyons un peu voir comment va bouger le prix. Alors, je vous ai dessiné une sorte de carnet d'ordre. Alors, c'est vrai que ça fait 3-4 fois que je parle de carnet d'ordre, on ne l'a pas encore défini. Donc voilà, en gros, plus ou moins à quoi ça ressemble. Donc en fait, un carnet d'ordre, il y a plus ou moins trois colonnes. La colonne à gauche où il y a les ordres des acheteurs, la colonne à droite où il y a les ordres des vendeurs. Et puis il y a la colonne du milieu qui sont les prix. Et à gauche, donc dans la colonne des achats, vous avez différents rectangles. Alors que représentent ces différents, et à droite aussi, que représentent ces différents rectangles? En fait, ça représente les intentions d'achat et les intentions de vente. Alors comment va évoluer le marché? Alors imaginez qu'en fait le rectangle vert corresponde au nombre d'acheteurs et que le rectangle rouge corresponde au nombre de vendeurs. Donc on va commencer à 4 euros. Donc prix de clôture pour l'instant 4 euros. Donc à 4 euros en fait on va dire ben voilà on fait se rencontrer les acheteurs et les vendeurs. Donc vous vous rappelez c'est un peu comme le marché avec les tomates. Donc en gros il y a toute cette quantité d'acheteurs qui veut rencontrer cette petite quantité de vendeurs. Donc l'équivalent, vous avez vu que là ça a disparu, donc il y a une petite partie des acheteurs qui va rencontrer tous les vendeurs. Donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ceux qui ont acheté, comme j'ai dit tout à l'heure, vont devenir des vendeurs. Alors en fait, quand vous avez acheté et que vous devenez vendeur, vous mettez une pression vendeuse à deux niveaux. Vous mettez une pression vendeuse en haut, ce qui s'appelle le take profit, et vous mettez une pression vendeuse en bas, ce qui s'appelle le stop loss. En fait, le stop loss, c'est le prix à partir duquel vous allez être exécuté en perte, et le take profit, c'est le prix à partir duquel vous allez être exécuté en gain. D'accord? Donc là, en fait, quand vous êtes acheteur, vous avez acheté, donc maintenant vous êtes devenu un vendeur, et où est-ce que vous êtes? Vous serez sur le stop loss, sur le take profit. Donc ça va rajouter de la pression vendeuse dans la zone par exemple des 6 euros parce que vous avez décidé que vous achetez à 6 euros et que vous sortiriez en gain à 4 euros pardon, et que vous sortiriez en gain à 6 euros. Mais pareil pour les vendeurs qui ont vendu à 4 euros, ils vont avoir un take profit à 2 euros et un stop loss à 8 euros. Donc maintenant, ça va être à celui qui va gagner. Donc soit ce sont les acheteurs qui gagneront, soit ce seront les vendeurs. Alors maintenant, on va faire disparaître donc les deux zones. Voilà, donc il n'y a plus de vendeurs à droite maintenant. Par contre, il reste un peu d'acheteurs à gauche. Donc il y a plus d'acheteurs, donc il y a une pression qui est acheteuse. Donc que va faire le prix? Le prix va monter à 5 euros. Et le prix va monter à 5 euros et les ordres vont également se déplacer.
D'accord? Parce qu'en fait, les acheteurs vont suivre à chaque fois. Pourquoi? Parce que ils ne pourront plus acheter malheureusement au prix bas qui les intéresse, donc ils vont en fait monter, ils vont suivre l'évolution du marché. Alors ça c'est une évolution théorique, c'est pas tout le temps vrai dans les faits, c'est juste pour vous expliquer en gros les mécanismes entre les acheteurs et les vendeurs et ce qui crée les hausses et les baisses. Alors une fois à 5 euros, on fait le même trafic. On interroge les acheteurs et les vendeurs, donc on dit voilà, j'ai tant d'acheteurs d'un côté, tant de vendeurs de l'autre. Donc pareil, il n'y a pas assez de vendeurs, donc eux ils vont tous disparaître. Ça va rajouter un take profit, hop, que je vais rajouter ici, et un stop loss pour les acheteurs, et puis même cas pour les vendeurs. On rajoute le stop loss et le take profit. Alors là par exemple j'ai mis un take profit à 3 euros. Bon, pourquoi pas. Alors on va mixer le tout, voilà, ça va faire des grosses zones comme ça. Et donc ensuite on fait donc disparaître ceux qui sont achetés et ceux qui ont vendu. Toujours pareil, on n'a toujours pas assez de vendeurs, donc le prix va monter à 6 euros. Donc on fait augmenter les prix. Alors le take profit en bas, lui par contre, il ne bouge pas, hein. Il reste à 2 euros, ça ne bouge pas. Hein, vous remarquez que les ordres stop et TP, ils ne bougent pas, il n'y a que les intentions d'achat qui bougent. Alors là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait monter la pression. Donc jusqu'à maintenant, vous avez vu que le marché est monté, donc a priori le marché est haussier, mais là on va se confronter à quoi? On va se confronter aux vrais vendeurs. Ils sont là en fait les vendeurs, ça y est, on a été dans leur camp. Et maintenant, donc c'est une zone qui est compliquée à passer pour les acheteurs, donc c'est ce qu'on va appeler une zone de résistance, et maintenant c'est là où tout va se dessiner. Est-ce que les acheteurs vont réussir à battre les vendeurs et à faire monter le prix à 7 ou à 8 euros, ou est-ce que les vendeurs seront beaucoup plus forts? Alors déjà à 6 euros, il y a les premiers acheteurs, ceux qui avaient acheté à 4 euros, qui vont être exécutés, hein, donc leur ordre va disparaître. D'accord? Donc ils étaient là, hop, il disparaît. Et voilà, ils sont exécutés. L'animation a un petit bug. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attendez, on reprend, petit bug, j'ai mal fait mon petit schéma. Non voilà, je l'avais bien fait, voilà. Donc à 6 euros. Donc le prix monte, mais vous avez vu que le take profit, là regardez à droite, j'ai loupé une petite animation, hop voilà, il se réduit, parce qu'en fait il y a cette partie-là qui disparaît. Pourquoi? Parce que il y a l'équivalent des acheteurs à 6 euros qui vont acheter, et qui vont acheter à qui? Aux vendeurs à 6 euros. Donc dans les vendeurs à 6 euros, il y avait un peu de take profit, et puis il y avait également des vendeurs. Donc là, tout disparaît, d'accord? Donc les stop loss en bas disparaissent également. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les acheteurs à gauche disparaissent et il nous reste beaucoup de vendeurs. Donc le prix va descendre. Donc première tentative, on échoue à franchir les 6 euros. Donc ça crée un sommet. Alors ensuite, on va remonter par exemple le stop loss des positions des gens qui étaient acheteurs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, a priori, ça va être un peu compliqué à lutter contre ces niveaux, donc je vais remonter mes stop loss pour essayer de perdre moins ou pour essayer d'être break-even. Hein. Finalement, ceux qui ont acheté à 4 euros, ils se sont mis à break-even, c'est-à-dire sans perte, sans gain. Les vendeurs descendent, ils mettent plus de pression et ils essaient de défendre leur niveau des 6 euros. Donc pareil, acheteurs et vendeurs vont encore lutter. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus assez de vendeurs, il y a un peu plus d'acheteurs. Donc pareil, des stop loss et des take profit qui sont rajoutés à droite et à gauche. D'accord, regardez bien l'animation, hop, voilà, ça se rajoute. Ensuite ça disparaît, hop, et donc il reste encore un peu d'acheteurs et plus assez de vendeurs. Donc on va monter. Alors d'abord on fusionne les ordres, ensuite on va donc monter à 6 euros. La pression acheteuse va monter, et là pareil, les acheteurs vont se confronter à une deuxième vague de gros vendeurs. Nouvel échec, parce qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc hop, tout va disparaître, il reste toute cette quantité de vendeurs, on descend. L'ordre va ensuite descendre, et là, les acheteurs sont cernés par plein d'ordres vendeurs. Donc deuxième tentative sur les 6 euros, donc deuxième échec. Ça fait deux sommets sur la même zone de prix. On appelle ça un double sommet qu'on étudiera plus tard. Donc le double sommet indique qu'on a de la peine à battre les vendeurs sur leur terrain. Donc là, pareil, on voit qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Hop, voilà, la quantité d'acheteurs ici est égale à cette quantité de vendeurs. Donc les acheteurs partent et mettent maintenant une pression vendeuse, donc en take profit et en stop loss. D'accord? Et il nous reste des vendeurs. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le prix redescend à 4 euros. Et voilà. Voilà le résultat enfin voilà ce que ça donne. Donc en gros, ça nous donne un mouvement qui est d'abord monté, ensuite descendu, ensuite monté, ensuite descendu. Et voilà les volumes en gros qui ont été plus ou moins traités. Donc je vous renvoie à ce que l'on avait vu à la leçon précédente. Donc là, on voit qu'au début, il y a eu quelques volumes qui avaient été échangés. Alors là, principalement, c'était à l'achat puisque ça montait. Et puis ensuite, on a l'arrivée en force des vendeurs. Et là, on voit où ont été échangés le plus de volume. Ça a été échangé
dans cette zone de prix, par exemple entre 4 et 5 euros, et la zone des 6 euros n'a pas pu être franchie. Donc voilà ce qui explique le mouvement du prix. C'est une lutte constante entre les acheteurs et les vendeurs, et donc c'est quand il y a trop d'acheteurs, ça monte par rapport aux vendeurs, et puis quand on va chercher les vendeurs là-haut, ça redescend. Alors j'aime bien une formulation que je reprends de je sais plus qui avait dit de toute façon une hausse ce n'est qu'une publicité pour les vendeurs. C'est vrai qu'un marché qui monte, c'est pour attirer des vendeurs, parce que les vendeurs veulent vendre plus haut et les acheteurs veulent acheter plus bas. Alors c'est une vision simpliste, mais c'était pour que vous compreniez qu'est-ce qui crée les sommets et qu'est-ce qui crée les creux, et pourquoi justement ces zones de sommet et creux vont être très importantes dans la suite de votre formation, de votre trading. Alors, quel mouvement peut effectuer le prix? Alors, le prix, il peut évoluer selon un axe d'abord horizontal. Alors après, il peut évoluer sur un axe horizontal de différentes manières. Soit de manière rectangulaire, on va dire, c'est un range. Donc on a deux bornes, une rouge et une verte, qu'on appelle la résistance et le support. Donc la résistance, c'est la rouge et le support, c'est le vert. On étudiera ça dans la leçon sur les supports et résistance. Et donc le prix, en fait, va stagner entre ces deux niveaux, et donc il va évoluer, il va vivre entre ces deux niveaux. Autre possibilité, c'est la forme d'une compression. C'est-à-dire que pareil, l'axe va être horizontal, sauf que le prix, au lieu d'évoluer de manière assez régulière, il va évoluer en diminuant sa volatilité. Vous vous rappelez, alors là cette fois c'est la volatilité, c'est l'amplitude du mouvement. D'accord, le mouvement est de moins en moins ample, puisque la distance qui sépare le sommet d'un creux est de plus en plus petit. Donc c'est ce qu'on appelle la compression, et c'est quelque chose de très intéressant sur les marchés. Alors ça peut être par exemple provoqué par l'attente d'une nouvelle ou par l'attente d'une ouverture de marché. Et puis on a son opposé, mais qui est toujours selon un axe horizontal. Alors lui c'est l'expansion. Alors là c'est plutôt coutume d'un marché qui ne sait pas trop où aller, qui est très compliqué à trader. C'est un marché qui fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas également. Donc c'est complètement l'inverse de la compression. Mais pareil, l'axe est toujours horizontal. Alors la difficulté par rapport aux deux autres axes horizontaux, c'est que celui-ci, en fait, on ne le voit que trop tard, que c'est toujours un axe horizontal, parce qu'à chaque fois, on pense que ça va baisser puis monter. En fait, non, ça évolue toujours sur la même zone de prix. Alors, autre possibilité, le prix peut évoluer selon un axe oblique. Donc là, pareil, on a le prix qui monte et un support rouge et une résistance verte, mais qui ont maintenant, qui encadrent le prix à la hausse. Alors là, la différence par rapport à tout à l'heure, si vous regardez les sommets et les creux, là, les sommets, en fait, les vagues, sont de plus en plus hautes. Alors que tout à l'heure, ils étaient soit sur la même zone de prix, soit de plus en plus basses, sauf l'exception, bien sûr, du mouvement d'expansion. Alors, il peut également être baissier, bien évidemment. Vous avez donc des mouvements qui peuvent évoluer selon donc, trois axes. Un axe horizontal, un axe oblique haussier ou un axe oblique baissier. Et dans l'axe horizontal, vous avez trois possibilités. Le marché peut évoluer selon une sorte de rectangle plus ou moins régulier, selon une compression qui pourra prendre plein de formes différentes qu'on va étudier dans la partie sur le chartisme, des triangles, des trucs comme ça, des biseaux. Et il peut également évoluer selon l'axe horizontal mais oblique, d'expansion qui est beaucoup plus compliqué. Donc voilà les trois mouvements, en gros, les différents types de mouvements que peut effectuer le prix. Et donc ensuite, il faudra bien évidemment avoir une stratégie adaptée en fonction du mouvement. Intéressons-nous aux tendances maintenant, c'est ce qu'il y a de plus important dans le trading. Donc là, on commence à parler de l'élément. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'était aussi important, mais là, c'est vraiment le truc le plus important qu'on voit jusqu'à maintenant, les tendances. Alors, la théorie de Do. Alors Do, il a plus ou moins énoncé une théorie. Bon, c'est pas vraiment lui qui l'a faite, mais lui c'était ses travaux qui ont été repris plus tard par d'autres. Et on appelle ça la théorie de Do. Donc en gros, la théorie de Do, il y a plusieurs axiomes dans la théorie de Do, il y a plusieurs choses, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'une tendance haussière, c'est un mouvement. Donc il y a un axe oblique haussier, dont les sommets sont de plus en plus hauts. Donc là, vous avez les sommets qui sont de plus en plus hauts. Et inversement pour la baisse, bien évidemment, ce sont des creux qui sont de plus en plus bas. Donc voilà, ça c'est la théorie. Donc une tendance haussière, une tendance baissière, ce sont des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas. Donc par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça voudrait dire quoi? On a vu que les sommets, c'était la rencontre des acheteurs avec beaucoup trop de vendeurs. D'accord? Et donc ça faisait baisser le prix.
Et que le creux, à l'inverse, c'était la rencontre de beaucoup plus d'acheteurs. En fait, dans un marché à tendance haussière, le fait que les sommets soient de plus en plus hauts, ça veut dire qu'il y a quand même des vendeurs, mais que les vendeurs n'arrivent pas à freiner à chaque fois les acheteurs. C'est-à-dire qu'ils mettent, essayez de voir ça comme une sorte de stratégie de guerre, en fait. Hein. Vous avez les acheteurs qui partent à l'assaut des vendeurs, et tout d'un coup, les vendeurs sont dans un guet-apens, leur tendent un piège, et pour l'instant, les acheteurs reculent. Si les acheteurs sont forts, donc si ils vont reculer, ils vont chercher peut-être d'autres acheteurs, donc du renfort, et ils vont revenir en force pour casser la gueule aux vendeurs. Et s'ils y arrivent, ben, le marché va monter, et donc à chaque fois qu'il va battre un camp de vendeurs, il va rencontrer le camp suivant, d'accord? Et à chaque fois, ben, il y aura donc un sommet qui sera créé, parce qu'à chaque fois, les acheteurs vont subir quelques pertes. Et comme vous le pressentez, ben, au bout d'un moment, au fur et à mesure des différentes batailles qui se déroulent, même si les acheteurs ont fait une très grosse avancée, au bout d'un moment, ils rencontreront bien un plus gros camp de vendeurs et ils seront tous fatigués de leurs différentes batailles et la guerre touchera à sa fin et ben là, cette fois-ci, ce sera la fin du mouvement. Donc, ce qui est intéressant également de noter quand on a compris ça, c'est que ben, finalement, plus ça monte et plus on a de chances que ça s'arrête de monter. En fait, les tendances ne peuvent pas monter jusqu'au ciel, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Et c'est vrai que plus il y a de sommets, d'accord? Donc les sommets, c'est les zones des vendeurs, et plus ça va être compliqué de monter. Et inversement pour la baisse, bien évidemment. Et donc, à contrario, une tendance haussière et baissière, elle est invalidée lorsque le nouveau plus haut ou le nouveau plus bas n'a pas réussi à être créé. Donc imaginez que vous ayez donc votre succession de sommets de plus en plus haut, et tout d'un coup, vous avez un sommet qui n'arrive pas à aller plus haut que le précédent. C'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure quand on a essayé de regarder comment le prix bougeait, où par 2 fois on a tenté de dépasser les 6 euros et on n'a pas réussi. Ça veut dire que la tendance haussière n'est plus là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les acheteurs n'ont plus la main. D'accord? Donc, c'est la fin de l'invalidation d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière. Et également, une tendance neutre, bien sûr, hein, par analogie, c'est un mouvement, comme on a vu tout à l'heure, hein, l'axe horizontal, dont les sommets ou les creux ne créent pas de nouveaux points hauts. Hein, regardez ici, les points hauts, les points bas ne font pas de nouveau plus haut ni de nouveau plus bas. Ils sont tous soit sur la même ligne de prix, soit de plus en plus bas ou de plus en plus haut dans la compression. Alors, est-ce que cette théorie est valide? Est-ce que cette théorie est bien? Parce qu'après tout, ce n'est qu'une théorie. Et le problème de toutes les théories de l'analyse technique, c'est que vous aurez beau chercher, elles ne sont absolument pas démontrées. Peu importe celles que vous utiliserez, ce ne sont que des théories empiriques. Ça veut dire des théories qui ont été construites de toutes pièces par quelqu'un et qui, du fait... Alors ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler dans la partie de la formation quand on parlera des réflexions sur le trading, mais qui fait plus partie du hasard et de la chance que ça fonctionne, parce qu'en fait il y a tellement de mouvements, tellement de possibilités sur les marchés, tellement de possibilités, de probabilités infinies de mouvements et de combinaisons, que à peu près tout peut fonctionner, même des choses qui sont tirées par les cheveux. Mais la seule théorie qu'on peut vraiment démontrer, c'est la théorie d'eau. Alors comment est-ce qu'on peut démontrer la théorie d'eau? Alors je vais prendre un trajet en voiture qui va de Monaco à Genève. Alors si j'étais un oiseau, j'irai de Monaco à Genève en ligne droite. Bon, il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas un oiseau. Donc, comment est-ce que je vais faire pour rallier la capitale suisse depuis Monaco? Ben, c'est simple. Je vais prendre des petites routes comme c'est indiqué par mon petit Google Maps, là, le tracé en bleu, en vert, en violet, pardon. Alors, comment ça va se passer? Ben, regardez, je vais faire ce genre de tracé. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Puisque mon point B, et alors j'aurais dû mettre Monaco en A et Genève en B, bon peu importe, donc puisque mon point B est plus bas que mon point A, d'accord? Genève est au nord de Monaco. Les petites routes que j'ai prises là, si on fait le calcul de toutes ces routes, et qu'on regarde la distance que j'ai parcourue vers le nord, par rapport aux distances que j'ai parcourues vers le sud, ou les distances que j'ai parcourues d'est en ouest. Enfin oui, par le sud surtout quoi. On remarque quoi? On remarque que j'ai beaucoup plus évolué vers le nord que vers le sud. Alors vous allez me dire, bah, c'est logique, si tu avais beaucoup plus évolué vers le sud que vers le nord, tu te serais retrouvé à Gênes. Alors le truc c'est que, alors, en gros, hein, quelle est comment est-ce qu'on... Enfin, il va me dire quel est le rapport avec la théorie de dos. Ben, c'est simple. Pour relier un point A, qui est ici, à un point B, qui est là-haut. D'accord?
Si je le fais en plusieurs étapes, parce que je ne peux pas, le marché n'évolue pas en ligne droite, d'accord? Le marché va évoluer en vague. Donc il faut d'abord que je monte un peu, puis que je descende, puis que je monte, puis que je descende, puis que je monte, puis que je descende, et j'arriverai à mon point. Le fait que le point A soit plus bas que le point B, ça veut dire que les hausses, ici, sont plus grandes forcément que les baisses. Donc l'amplitude à la hausse sont toutes plus grandes que les amplitudes à la baisse. Donc forcément, puisque l'amplitude à la hausse est plus grande que l'amplitude à la baisse, j'ai donc enchaîné une grande hausse, une petite baisse. Une grande hausse, une petite baisse. Une grande hausse, une petite baisse. À partir du moment où les baisses vont être plus grandes que les hausses, là regardez, je vais avoir donc une hausse et une baisse qui sera plus grande que cette hausse. C'est-à-dire qu'il va être au moins égal à ça, voire plus. Et boum, je vais donc casser le dernier creux. Donc une tendance haussière, c'est bien des sommets qui sont de plus en plus hauts. Et la tendance haussière s'arrête lorsque les creux sont de plus en plus bas. Donc voilà comment démontrer de manière simple que la théorie de dos est vraie. Une tendance, c'est bel et bien des sommets de plus en plus hauts ou des creux de plus en plus bas pour une tendance baissière. Et c'est la seule et unique théorie de toute l'analyse technique que l'on peut démontrer. Toutes les autres, c'est que de la poudre aux yeux, et c'est que de l'ésotérisme et du gros n'importe quoi. Ça peut fonctionner, comme je l'ai dit, de manière empirique, mais ça n'a aucune réalité. D'accord ? Alors, bon, continuons sur la théorie d'eau. Donc là, je vous ai cerclé les différents sommets et les différents creux. Bon, je n'ai pas utilisé de technique particulière dans ce cas-là. J'ai fait un peu à l'œil. Donc on voit bien les tendances baissières, les tendances haussières, les tendances baissières, les tendances neutres. C'est lorsque les sommets, regardez, sont tous de plus en plus bas, ou lorsque les creux sont tous, les creux sont tous de plus en plus bas, ou que les sommets sont tous de plus en plus hauts. D'accord ? Ou quand les sommets et les creux sont plus ou moins sur la même zone, ça crée des tendances neutres. Donc la difficulté, vous, de l'analyse, ça va être, alors ça, on le verra peut-être un peu plus tard pour d'autres manières de différencier les sommets et les creux et pour essayer d'avoir une bonne approche de la tendance, mais votre principal travail, ça va être ça, c'est de détecter la tendance, donc de repérer les bons sommets, les bons creux, et de voir si le mouvement est haussier ou si le mouvement est baissier. Alors comme on a dit tout à l'heure, ça c'est l'approche chartiste dans la précédente vidéo. Donc pour s'aider à mieux identifier la tendance, on peut utiliser, et c'est préférable, et c'est ce qu'on fera plus tard, une approche technique qui sera donc basée sur les indicateurs pour s'aider à repérer plus facilement l'évolution du prix. Alors, donc comme je disais, la théorie de dos, la difficulté va être de repérer les bons sommets et les bons creux pour réaliser une bonne analyse. Il y a plein de méthodologies différentes pour le faire. Repérer à l'œil nu, utiliser des indicateurs ou quelques concepts. Alors par exemple, un que je revois souvent, c'est le concept des... comment est-ce qu'ils appellent ça déjà ? C'est des bougies qui forment en fait un sommet ou un creux. Enfin, le plus haut, c'est avec 3 bougies. Je ne me rappelle plus le nom de ce truc. Voilà, c'est 3 bougies, donc 3 chandeliers japonais. Bougie, c'est chandelier. Et en fait, le plus haut est au milieu et les autres sont comme ça. Voilà. Donc ça, si vous regardez ça, ça vous fait un sommet. Bon, je trouve que c'est une approche qui est trop agressive. Vaut mieux, comme nous on le fait, utiliser une approche de découpage à multi-unités de temps, dont on parlera plus tard. Alors, la relativité des tendances. Alors, il faut savoir que à tout instant, en fait, il y a plusieurs tendances qui cohabitent. En fait, il n'y a pas 2 tendances, il y a des tendances. Il y a des tendances sur toutes les unités de temps que vous voulez, sur du M1, sur du M5, sur du M3, sur du M12, sur du M15, sur du M40. Toutes les unités de temps ont leur propre tendance. Alors, la question c'est, quelle tendance est-ce qu'il faut respecter? Quelle tendance est-ce qu'il faut trader? Quelle tendance est-ce qu'il faut que je surveille, etc., etc. Alors là, on va parler plutôt de tendances qui sont imbriquées dans un même mouvement. On va parler de tendances qui ont un cycle court, un cycle moyen et un cycle long terme. Donc ici, en bleu, vous avez le cycle long terme. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est-à-dire que la tendance à long terme, ici, elle est haussière. Donc elle est dans un cycle haussier. Ensuite, elle va ralentir et puis elle va entamer un cycle baissier. Donc si je regarde des unités de temps élevées, par exemple, ça pourrait être le journalier ou le weekly, donc l'hebdomadaire,
j'aurai par exemple une succession de sommets ici, de plus en plus haut. Ensuite, il y a les cycles à moyen terme. Donc là, on remarque que par exemple, si ça c'était mon weekly, peut-être que ça, ce serait mon journalier, et que pareil, des fois mon journalier est également dans une tendance haussière, ensuite il va ralentir, et que des fois, il sera dans une tendance baissière, alors que mon weekly est toujours dans une tendance haussière. Là pareil, mon weekly est dans une tendance baissière, alors que mon journalier ici est dans une tendance haussière. Donc c'est pas incompatible que les tendances ne se ressemblent pas, qu'il y en a sur lesquelles ça monte et il y en a sur lesquelles ça baisse. Alors bien évidemment, les parties du marché qui sont les plus intéressantes, c'est les parties où on est sur des sommets ou des creux, c'est-à-dire une baisse weekly et on commence à faire un sommet en journée. Et la partie qui va être vraiment très intéressante, c'est toute cette partie-là. En gros, c'est la partie où et le journalier et le weekly sont baissiers. Ou alors cette partie-là, et le journalier et le weekly sont haussiers. Et les parties qui seront les plus compliquées et les moins intéressantes à trader, ce seront les parties qui seront opposées. C'est-à-dire là, on a le journalier et le weekly qui sont opposés. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui monte en weekly, enfin qui est toujours dans un cycle haussier. Par contre, on a un mouvement qui est en train de se retourner en journalier. C'est-à-dire qu'en fait, on a une tendance haussière long terme et on a une tendance baissière à moyen terme. D'accord ? Alors ça va avoir plein d'implications. Quand vous avez une tendance haussière, alors on va les montrer après à long terme, les tendances à plus court terme vont être fortement influencées par les mouvements long terme, qu'on va le voir après. Et puis on a les tendances à court terme, par exemple ici on pourrait parler de celle du H4. Donc pareil, vous pouvez avoir une hausse en H4, une baisse en H4, une hausse en H4, tout ça au sein des tendances. Toujours pareil, là par exemple, au sein de cette tendance haussière, donc ce carré là, il est très intéressant parce qu'on est à la fois haussier en weekly et en journalier, et là on est aussi haussier en H4. Donc là autant vous dire que ça monte très fort, d'accord ? Là pareil, là ça descend très fort. On est baissier en H4 et en journalier, et on est aussi baissier en weekly et en journalier. Donc il faudrait que vous voyiez, que vous représentiez les mouvements comme ça, comme un ensemble de différents cycles. Alors, comment superposer, parce que les cycles là qu'on a vus tout à l'heure, hein, que je remets ici, ils sont très beaux, mais ils sont à l'horizontale. Or, comme vous savez, les mouvements n'évoluent pas que comme ça. Alors, comment est-ce qu'on va représenter les différentes tendances ? Alors, il faut à tout prix voir les marchés et chaque mouvement comme la superposition de plusieurs cycles. Donc, voici le cycle, par exemple, weekly. Donc, c'était le cycle long terme. Alors là, il était tout à l'heure horizontal, donc là je l'ai mis un peu plus à la verticale, donc je l'ai rendu oblique. Donc voilà comment fonctionne le marché. Donc il y a le long terme, et puis à moyen terme, il va y avoir ici une petite tendance haussière. D'accord ? Qui est matérialisée ici par ce petit trait vert, donc vous vous rappelez, c'est la droite de support. Ensuite, dans le cycle baissier, il y a une tendance baissière. Alors ce qu'il faut remarquer d'abord, avant tout, c'est que la tendance de fond, elle est haussière. Pourquoi ? Parce que les sommets sont de plus en plus hauts. D'accord ? Donc tendance de fond haussière. Mais dans la tendance de fond haussière, donc le cycle long terme, il va y avoir des cycles plus petits. Donc c'est pour ça, les cycles court terme forment des tendances haussières court terme. Donc là, il y a une petite tendance haussière au sein de la tendance haussière weekly. Ensuite, on a une petite tendance baissière qui crée le mouvement baissier en weekly. Ensuite, on a une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance haussière, et ainsi de suite. Tout ça au sein d'une grande tendance haussière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le multi-unité de temps. En fait, on analysera ça aussi plus tard dans une leçon. Mais en gros, une tendance, il faut impérativement, parce que ce sera très compliqué de vous en sortir sinon, que vous la découpiez sur au moins 2 horizons de temps. Un horizon qui vous sert à comprendre le mouvement à plus ou moins long terme. Quand je dis plus ou moins, là je parlais du weekly, mais ça peut être plus court terme. Ça peut être la tendance en 4 heures et les tendances plus courtes en M30 ou en M15, ou la tendance de long terme en H1 et les tendances plus courtes en M5. Peu importe, d'accord ? Donc, il y a toujours, comme on a vu, plusieurs tendances qui cohabitent ensemble. Donc là, on a l'exemple de tendance long terme haussière. Et à court terme, on a des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Alors,
comme les tendances se superposent, on va leur donner des noms. Alors quand la tendance de fond est haussière, mais que la tendance à court terme est baissière, donc les cas sont ici, on appelle ça la correction. Donc ce sont des tendances correctrices. D'accord? Donc correction, en gros, ça veut dire qu'on va corriger le mouvement précédent, on va redescendre. A l'inverse, quand on a des hausses court terme au sein d'une hausse plus ou moins moyen long terme, on appelle ça des impulsions. Alors si vous avez compris ce qu'on a dit tout à l'heure, on va donc regarder sur ce schéma suivant. On a donc trois possibles, donc trois cycles. Donc ça c'est le cycle long terme, le cycle court terme, moyen terme pardon, et le cycle court terme. D'accord? Et regardez ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la carte de Monaco-Genève. On avait dit qu'une tendance haussière, donc là regardez où est la tendance haussière. Là on fait des sommets de plus en plus haut. Et là on fait un sommet plus bas que le précédent. Donc à partir de là, la tendance elle est cassée. D'accord? Donc la tendance haussière elle va de là jusqu'à là. Et ensuite on passe dans une tendance baissière. D'accord? Donc regardez dans cette tendance haussière. Regardons les tendances à court terme. Tiens, intéressons aux tendances à court terme. On remarque que la tendance à court terme, les tendances à moyen terme. On remarque que les tendances à moyen terme qui vont dans le même sens que la tendance à long terme, donc ici une hausse et ici une baisse, sont plus grandes et plus longues que les tendances de correction. Donc les tendances d'impulsion sont plus grandes que les tendances de correction. Regardez, tendance d'impulsion, tendance de correction, tendance d'impulsion, tendance de correction. Alors là, la tendance de correction, on remarque qu'elle est plus grande parce que le marché est en train de se retourner. Mais ça, on ne pouvait pas le deviner avant, donc c'est dans ces cas-là où nous, par exemple, on fera peut-être des pertes. Et ensuite, on remarque que la tendance d'impulsion haussière est devenue plus petite et que les plus grandes tendances maintenant sont les tendances à la baisse. Donc pareil, on peut analyser la tendance supérieure en regardant la taille des différentes tendances. Et tant que les plus grandes tendances sont les tendances haussières, c'est que le cycle long terme est haussier. Quand les tendances moyen terme sont de plus en plus petites et à la hausse et que de plus en plus grandes à la baisse, c'est que le cycle long terme, la tendance long terme est baissière. Alors ça veut dire que quand le marché est haussier, où est-ce qu'on sera le plus d'argent? Dans les hausses. Parce qu'il y a plus d'amplitude. Et où est-ce qu'on se fera le moins d'argent, où ce sera plus compliqué? Dans les baisses. D'où un adage bien connu de tout trader, respecte ta tendance. La tendance est ton ami. Et on peut s'amuser à faire le même découpage à court terme. Regardez là, dans cette tendance ici à moyen terme, si on regarde ici les différentes tendances à court terme, les tendances haussières qui sont ici, ici et ici sont beaucoup plus longues que les tendances à court terme qui sont ici, ici et ici. Et inversement, dans la petite tendance baissière correctrice de la tendance long terme que l'on a ici, là regardez, à court terme pardon, c'est différent. C'est les tendances baissières qui sont plus grandes que les petites tendances haussières. Donc tout est relatif, mais tout dépend toujours de deux unités de temps. Donc on analyse toujours des unités de temps par deux, long terme, moyen terme et court terme. Et on peut utiliser les trois si on veut. Et donc on aura une approche vraiment globale du marché. Donc voilà comment évoluent un peu les marchés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le découpage. Alors, petite technique pour apprendre à repérer plus facilement vos sommets et vos creux. Un truc très simple. Qu'est-ce que c'est en fait un sommet? Alors, on en reparlera de ça. Un sommet, regardez, donc un sommet long terme, c'est le sommet qui est entre une tendance haussière moyen terme et une tendance baissière moyen terme. Qu'est-ce que c'est qu'un creux à long terme? C'est le point le plus bas, donc c'est ce point-là, qui est entre une tendance moyen terme baissière et une tendance moyen terme haussière. Donc méthodologie pour repérer les sommets et les creux pour votre théorie de dos, il faudrait que vous regardiez les tendances sur les plus petites unités de temps. Et quand vous avez une tendance haussière qui devient baissière, ça vous fait un sommet
sur l'unité de temps au-dessus. Alors, application sur une tendance, parce que c'est bien beau les graphiques avec des traits de partout, mais regardons un peu en gros dans les faits. Alors, cette zone bleue, c'est une tendance haussière. Si on regarde, les sommets sont de plus en plus hauts. Et puis, la tendance baissière s'arrête, haussière s'arrête à partir du moment où les sommets ne sont plus de plus en plus hauts. Alors, à gauche, j'ai sans doute du H4, et à droite, j'ai sans doute du M30, je ne sais plus quelle unité de temps j'ai utilisé. Donc on voit que la zone bleue représente la même zone de prix, d'accord? Donc à gauche j'ai le graphique long terme et à droite j'ai le graphique court terme ou moyen terme. Donc dans les deux, je vois bien la tendance à long terme. Maintenant regardons les différentes tendances à moyen court terme. Donc j'en ai d'abord une haussière ici, donc là j'ai une tendance d'impulsion. Donc j'ai une tendance d'impulsion sur mon unité de temps moyen court terme dans le même sens que ma tendance long terme. Donc c'est une tendance impulsive donc qui sera grande. Ici, j'ai une tendance baissière. Alors, je l'ai fait grossièrement, on aurait pu le faire différemment, mais c'était pour l'exemple. Donc, une tendance de correction qui sera de petite taille. Ensuite, pareil, une tendance d'impulsion et puis une tendance de correction. D'accord? Donc, et j'avais oublié la petite en bas ici, la petite correction. Donc, le marché... alors, pardon, ça c'est... Autant pour moi, ça c'était à moyen terme. Et maintenant, à court terme. Donc, à court terme, j'ai cette petite baisse-là, cette petite là. En fait, le court terme, c'est quoi? Donc je reprends parce que j'avais oublié que j'avais fait ça. Donc tendance long terme, c'est le gros trait vert. Les tendances moyen terme. Moyen terme, moyen terme, moyen terme, moyen terme. Et les tendances à court terme. Donc là, hop, tendance ici en bas baissière court terme. Ensuite, on a une autre petite tendance baissière à court terme. Et là, pareil, tendance baissière à court terme. Et puis c'est tout. Alors, si c'est tout, on va rester un peu longtemps sur le graphique quand même. Voilà, donc là, en fait, on a un découpage. Et c'est comme ça qu'il faut voir les graphiques. Alors ça demande quand même de l'entraînement, c'est pas du jour au lendemain comme ça qu'il faut le voir, mais il faut impérativement que ça se soit ultra méga maîtrisé. Si vous ne maîtrisez pas le découpage des tendances et la compréhension de la relativité des tendances et la compréhension que plusieurs cycles cohabitent à chaque fois, c'est pas que vous allez être perdu, c'est pas que vous n'allez pas faire de bons résultats, mais ça va être très compliqué. Quand vous comprenez ça, vous comprenez tout ce qui se passe tout le temps sur les marchés. Vous comprenez, vous savez absolument où est-ce que l'on est, ce que l'on est en train de faire, est-ce que c'est une tendance de correction? Et du coup, ça va avoir plein d'implications, parce que si c'est une tendance de correction, ça veut dire que ça va être une tendance qui va normalement, si la tendance supérieure continue, être plus courte que la tendance précédente. Donc ça veut dire qu'il va falloir adapter une stratégie particulière. Par exemple, nous, si on a une tendance de correction, on ne va pas la trader de la même manière que si c'est une tendance d'impulsion. Si c'est une tendance moyen terme, on ne va pas la trader pareil que si c'est une tendance court terme. Si c'est une tendance de correction de court terme qui corrige la tendance d'impulsion de moyen terme, alors c'est un peu compliqué, mais regardez, en gros, on pourrait dessiner plusieurs phases. Il y a les phases communes où là, on est haussier en court terme, haussier en moyen terme et haussier en long terme. Après, on a les phases où on est baissier à court terme, mais haussier moyen terme et haussier long terme. Il y a les phases où on est baissier moyen terme, on est baissier à court terme, ou des fois on est haussier à court terme, mais on est haussier à long terme. Donc il y a plein de combinaisons possibles, et à chaque combinaison, il y a une réponse qui est la mieux adaptée, eu égard à ce que je vous avais dit la dernière fois, quand je vous disais, nous pour le modèle d'analyse qu'on utilise, on analyse la tendance, on analyse la volatilité, etc. Ben ça, c'est partie des choses qu'on analyse. Est-ce que la tendance, elle est dans une phase de correction, d'impulsion, à court terme, moyen, etc., etc. Et en fonction de la réponse, on va avoir une stratégie différente, une manière de gérer les ordres différents, etc., etc. Par exemple, on sera très agressif en sortie dans les corrections, et par contre, quand on trade une impulsion, ben, on essaiera de pyramider, de laisser les ordres le plus longtemps ouverts possible. Alors, dernière partie, les corrélations sur les marchés. Donc, on a vu que les marchés évoluaient selon des axes horizontaux ou obliques. On a vu comment le marché bougeait en fonction de l'offre et de la demande des acheteurs et les vendeurs. Et maintenant, on va voir comment les marchés peuvent aussi bouger. Qu'est-ce qui peut expliquer? Alors, ensuite, l'évolution des tendances et comment les marchés peuvent bouger. Et qu'est-ce qui est expliqué? Donc ça, c'est via la corrélation. Alors, petit rappel, puisque ça, on l'a déjà vu quand on a traité le Forex. Et ça, c'est exclusif au Forex. Les paires ont une corrélation mathématique. On appelle ça la cointégration. Donc les paires sont mathématiquement corrélées, puisque, comme nous l'avions évoqué précédemment, ce sont des fractions. Donc je vous redonne un autre exemple. L'eurodoll multiplié par l'USD CAD, c'est égal à l'euro CAD. Donc on l'avait déjà démontré, ça veut dire ici que si l'euro dollar monte,
soit l'USD4 descend, soit l'euro4 monte, soit les deux en même temps. C'est ça la corrélation mathématique et ça peut expliquer l'évolution des mouvements. Donc quand si vous avez un mouvement que vous voulez trader sur les devises, par exemple l'euro-CAD, moi je vous conseillerais de regarder ce que fait l'USD-CAD et l'euro-doll. D'accord, de toujours regarder en fait une sorte de triangulaire pour comprendre ce qui se passe sur le forex. Pourquoi est-ce que le marché évolue? Parce qu'il y a une corrélation mathématique. Pourquoi est-ce que l'euro-CAD monte? Parce que l'euro-dollar monte. Pourquoi est-ce que le USD, je sais pas moi, le odd yen descend? Parce que l'USD yen peut-être descend. Donc il faut regarder tout ça, et ça c'est ce qu'on appelle la corrélation mathématique. Alors il y a beaucoup plus simple que la corrélation mathématique pour comprendre, enfin beaucoup plus simple que de regarder ces équations pour comprendre la corrélation mathématique, c'est de regarder ce qu'on appelle les index de devises. Alors ça, il n'y a malheureusement pas beaucoup de solutions pour vous les proposer. On travaille actuellement sur une solution au sein de DMT, mais il y a des sites qui vous les proposent, ce qu'on appelle la force des devises. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous regardez sur Google force ou des devises ou index des devises. Alors ensuite, il y a la corrélation économique. Alors la corrélation économique, elle intervient par exemple lorsque des sociétés, des devises, des matières premières sont liées entre elles par une relation économique. Donc par exemple, quand une société est tributaire d'une autre société, donc elles ont une forte relation économique, si la société numéro 1 fait des bénéfices et donc son cours de bourse peut monter, normalement la société numéro 2 fait également des bénéfices et son cours de bourse va monter également. Ça peut être des sociétés qui sont liées à des devises. Par exemple, pour les sociétés exportatrices, prenons l'exemple de EADS. Pour EADS, si l'euro-dollar est trop haut, donc quand l'euro-dollar monte, l'action EADS, elle a plutôt tendance à descendre. Donc il y a une corrélation économique négative. Alors pourquoi négative? En fait, il y a la corrélation positive et la corrélation négative. La corrélation positive, c'est lorsque les deux actifs évoluent dans le même sens en même temps. La corrélation négative, c'est lorsque les deux actifs évoluent en même temps mais dans un sens opposé. Donc quand l'euro-dollar monte, normalement EADS plus ou moins descend dans les mêmes faits, puisque la hausse de l'euro-dollar fait perdre de la marge d'exploitation à EADS. On a la même chose sur certaines matières premières qui sont liées à des devises. Quand on a une matière première qui est très demandée et qui est cotée dans une certaine devise, la devise va donc être beaucoup demandée, beaucoup achetée pour pouvoir acheter justement cette matière première au meilleur prix. Donc, ce qu'on appelle la corrélation économique. Donc, le mouvement sur l'un provoque le même mouvement, le mouvement inverse sur l'autre. Alors, nous, sur les devises, on a des corrélations économiques. Le dollar australien est économiquement corrélé au dollar néo-zélandais et de temps en temps au dollar canadien. Ces trois devises sont également économiquement corrélées au marché de l'or, du pétrole et des matières premières, en gros, qui sont exploitées dans ces pays-là. Le dollar, lui, qu'est-ce qui est économiquement corrélé au dollar? On a plus ou moins l'or qui fait office de valeur refuge, donc, l'euro-dollar, pardon, plus ou moins l'or qui fait office de valeur refuge, c'est-à-dire que quand l'euro-dollar normalement chute, donc c'est qu'on peut être craintif pour l'économie. Alors ça dépend pourquoi l'euro-dollar chute. L'euro-dollar chute peut chuter pour plein de raisons, mais si l'euro-dollar chute parce que les gens craignent un problème en zone euro, ils vont se reporter vers soit du dollar, donc le dollar va être acheté, mais principalement de l'or. Donc l'or va monter, donc il y a une corrélation négative économique entre les deux. Il y a une corrélation économique plus ou moins entre l'euro et la livre aussi. Normalement, l'euro et la livre sont plus ou moins censés évoluer ensemble, même si les zones géographiques et économiques sont plus ou moins différentes. De temps en temps, on a une corrélation entre le dollar et le yen, parce que les deux vont... enfin non, ça c'est après. De temps en temps, on a une corrélation économique entre le dollar et le Canada, etc., etc. Alors, prenons l'exemple du pétrole, libellé en dollars américains. Lorsque il chute, ce dernier s'apprécie. Le Canada, grand exportateur de pétrole, est sévèrement touché par le déclin des prix du pétrole, qui peut être lié d'ailleurs à la hausse du dollar, tout comme à la baisse de la demande. Les deux peuvent être liés. Le Japon, pour sa part, est un importateur, donc il bénéficie de la baisse du pétrole. Donc tout est corrélé économiquement, et donc un mouvement haussier sur l'un peut provoquer un mouvement baissier sur l'autre. Et inversement, les sociétés qui tirent profit du pétrole, elles perdent de la valeur quand les prix du pétrole s'envolent. Et les sociétés qui transforment le pétrole, elles en gagnent. Pourquoi? Parce que la baisse du pétrole diminue les coûts de revient, et donc la marge augmente, et donc ils sont plus positifs. Alors la corrélation économique s'apprécie à long terme. La corrélation mathématique s'apprécie tout le temps en temps réel, que ce soit long terme, moyen terme, court terme, etc. Mais la corrélation économique, ça s'apprécie à long terme. Alors on constate qu'il y a des zones économiques qui sont quand même liées. Comme je disais tout à l'heure,
l'euro, la livre, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le dollar américain, le dollar canadien, etc. etc. Ou les devises nordiques, le DKK, le NOK. L'or et le pétrole fluctuent en fonction de l'offre et de la demande, mais aussi en fonction du dollar américain, puisque ces deux marchés sont en général cotés en dollars américains. Lorsque les matières premières sont chahutées, cela peut impacter le dollar australien, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais et le dollar américain. Donc tout ça, c'est la corrélation économique. Il y a une dernière corrélation, c'est la corrélation comportementale. Alors à la limite, la corrélation économique ne va pas nous être d'une grande utilité, à part dans une optique de prévention où on pourrait éviter de trader des paires qui sont liées économiquement ou des marchés qui sont économiquement liés, puisque ça multiplie le risque par deux. Mais c'est le seul intérêt que j'y verrai en fait, la corrélation comportementale. Sur la corrélation, le seul intérêt de la corrélation, c'est pas pour filtrer mieux un signal, quoique ça pourrait valider la force d'un signal si on a plusieurs paires et mouvements corrélés qui font la même chose. Non, c'est plutôt à titre préventif, pour éviter de trader les mêmes choses au final. Et donc enfin, on a la corrélation comportementale, qui est très simple à comprendre. Exemple, les investisseurs prennent leurs bénéfices sur une action du CAC 40, une grosse action. Par mimétisme, imaginons que ce soit une action bancaire. Par mimétisme, de Société Générale. Par mimétisme, tout le secteur bancaire peut être impacté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui impacte la SOG, ben, toutes les autres bancaires vont également chuter. Et le CAC, vu que les bancaires ont un fort poids dans son calcul, ben, lui va commencer à ralentir et à fléchir. D'accord? Donc corrélation comportementale. Dans la crainte en fait d'une contagion également, les opérateurs peuvent provoquer eux-mêmes, enfin vont la provoquer eux-mêmes, et vont prendre leurs bénéfices sur d'autres actions. En fait, ils ont peur que ce qui s'est passé sur la SOG fasse vendre d'autres secteurs, d'autres actions du secteur bancaire, et du coup, ils vont anticiper de ça, ils vont commencer à le vendre, même si les autres sociétés du secteur bancaire n'ont pas de soucis. D'accord? Donc c'est surtout ça, la corrélation comportementale. Autre exemple, les nouvelles quand elles sont mauvaises. L'appétit pour le risque s'amenuise. Ça veut dire que quand les nouvelles sont vraiment mauvaises, on se dit bon bah là je vais plutôt avoir une approche plutôt sécuritaire, plutôt que risquée. Donc au lieu d'investir sur des actifs à risque, je vais tout reprendre, donc je vais faire des grosses ventes massives d'euros, de livres, etc. Et je vais me retirer des marchés actions. Donc par exemple j'avais des actions européennes, donc je vais les retirer, donc je vais avoir des quantités énormes d'euros et de livres, ça dépend chez qui j'ai acheté. Je vais me retirer des marchés actions américains, donc je vais avoir des quantités de dollars. Et ensuite je vais revendre ces euros, donc je vais faire baisser l'euro et je vais aller acheter par exemple des produits plus sécurisés comme des obligations d'État américaines ou allemandes, et donc ça va faire monter les obligations, les obligations, les taux, ça va faire baisser l'euro, enfin bref. Donc c'est le principe des vases communicants. En fait c'est ça, la corrélation comportementale, ce sont les vases communicants. Donc voilà, ces derniers baissent en même temps que l'euro, la livre, en vendant leurs actions européennes, ils accumulent des liquidités qu'ils préfèrent ensuite convertir en dollars ou en yens, voire en métaux. Donc quand on constate de grosses ventes sur l'euro et sur la livre suite à une crainte particulière, en général ce qu'on constate c'est beaucoup d'achats en dollars, en yens ou alors en or, en métaux, argent, etc., etc. Dernier exemple de corrélation comportementale, c'est l'ouverture des marchés européens, ou d'autres marchés mais surtout européens. En fait qu'est-ce qui se passe? Les liquidités elles arrivent sur le marché action à 9h. D'accord? Donc les produits qui sont libellés en euros commencent à s'acheter et à se vendre. Donc tout ça, ça va créer des mouvements sur la monnaie unique. Donc là aussi on a une corrélation comportementale. C'est pas l'orientation du CAC qui va faire que l'orientation de l'euro va être haussière ou baissière, mais c'est l'activité des bourses qui va créer une activité sur par exemple telle ou telle devise. Alors prochaine vidéo, les seuils importants, savoir tout ce qui est support, résistance, etc. A bientôt.